Salam alaikum Azul, bonsoir. Il ne peut y avoir de révolution libératrice sans enthousiasme, sans foi en ses propres forces, sans espoir obstiné. La première arme du révolutionnaire est son inaltérable détermination, mais aussi une confiance inébranlable en la synergie dans laquelle il baigne tout entier, corps et âme. Parce que la révolution est la confluence de toutes les énergies qui vont dans un même sens pour arracher les droits de tout un peuple ou se les réapproprier. Et c'est bien pour cela que les systèmes oppressifs qui tentent de briser les révolutions n'ont comme principal objectif que de briser la synergie des révolutionnaires, le ciment qui les unit et les rêves qui les portent. Et ce sont précisément ces qualités révolutionnaires qui ont fait la force du Hirak. C'est parce que les hirakistes étaient soudés, unis par les mêmes aspirations et portés par les mêmes rêves, que personne n'a pu les diviser, que personne n'a pu défaire leur union ni faire exploser cette synergie de leur cohésion. Et nous en arrivons à la question qui nous interpelle aujourd'hui. Pourquoi le régime a-t-il décidé d'imposer, et non de proposer, le référendum du 1er novembre aux Algériens? Essayons d'y aller doucement et par étapes pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la tête des spin doctors, dont la mission principale était de profiter de cette aubaine du Covid pour compromettre de façon si irrémédiable toute reprise éventuelle du Hirak. Nous allons essayer ensemble autour de ce plateau d'en parler, d'essayer d'en comprendre les ressorts, les motivations, les méthodes de subversion, les approches très chafouines des uns et des autres, les appels de certains partis politiques, de certains hirakistes qui ont tourné leur veste et d'autres personnages du genre qui essayent de convaincre le peuple algérien d'aller au bureau de vote le 1er novembre, tout particulièrement pour faire oublier cette bérésina du régime du 12 décembre, journée des élections présidentielles. Référendum J-5, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Mon ami Dir se réjouit. Se réjouit parce qu'il disait en aparté tout à l'heure hors antenne que lui aussi était cadre du RCD de 89 à 92. Voilà, ça va être l'équilibre parfait. Étiquette, alors, et bien sûr, Idil Onourn, analyste politique sans autre étiquette. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Salut Brahim et toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Et nous allons être rejoints par Yasmina Karima Bennini, qui est en route. Alors, mes chers amis, J-5 pour le 1er novembre. D'abord, j'aimerais que nous puissions comprendre pourquoi le régime a-t-il décidé de prendre cette date du 1er novembre pour faire voter les Algériens, d'abord, et ensuite, pourquoi ce référendum, pourquoi ces amendements constitutionnels? Est-ce que réellement le régime cherche à amender une constitution, sachant que les constitutions en Algérie ne sont jamais respectées par ceux-là même qui les font? Et donc, j'aimerais que vous puissiez discuter à bâton rompu, que nous essayions d'aller un peu au fond des choses.
Je laisse mon ami dire commencer pour pouvoir le contredire. Ah, voilà, c'est un bon argument. Je crois qu'on l'a assez dit, et cette histoire de prendre la symbolique du 1er novembre, c'est scandaleux. Dans un premier terme, ils sont en train de désacraliser quelque chose. C'est notre mythe fondateur en tant que, je dirais pas État, en tant que peuple, réuni autour de la guerre de libération nationale. Les gens disent que c'est un mouvement, une émanation populaire. Non, c'était l'émanation de militants qui ont réussi à tracter l'ensemble du peuple algérien pour assurer évidemment notre indépendance. Alors, parallèlement à ça, au-delà de ce que j'appelle moi de la souillure, c'est vous-même qui l'avez évoqué, la désacralisation du 1er novembre, il faut se dire à nous tous, c'est que ce 1er novembre ne peut pas se partager, M. Benchenouf. C'est ce qui nous fonde. Nous étions quoi? Nous étions des peuplades, nous guerroyons pour des points d'eau, pour des pâturages. C'est l'histoire, c'est nos événements que nous devons nous réapproprier, chacun en ce qui le concerne, dans son anthropologie, dans ses rapports sociaux. Mais novembre, pour nous, c'est quelque chose d'important. Inch'Allah, si je dis Inch'Allah, par coutume et par culture, le 22 février, ça peut être un mythe fondateur, un nouveau mythe fondateur. On n'appelle pas un peuple à venir partager une réforme de la Constitution qui s'est faite dans la clandestinité, qui s'est faite. Cette Constitution, elle appartient au peuple. Le peuple a été dépossédé de son pouvoir constituant. Pourquoi le peuple est sorti? C'est vrai, contre la corruption, contre le hogara, contre le 5e mandat, tout ça, il n'y a aucun problème. Mais il voulait déterminer son avenir, sous quelles institutions il veut vivre, sous quelles règles sociales il veut vivre. Même pas de... Parce que là, on se trompe un peu, Brahim, on en parlera plus tard, si tu le veux bien. C'est la transition, les mécanismes de la transition. On confond transition, les mécanismes de la transition et le projet de société. Ça, il faut qu'on remette un peu les choses en plan. Et c'est toutes ces questions qui se posent au peuple algérien. Si le peuple algérien... Et moi, ce qui m'inquiète, et je l'ai souvent dit, c'est qu'à force de subir la condescendance, le mépris, on va dire, parce qu'il s'agit de cela aussi. J'ai bien peur que la jeunesse algérienne perde justement ce que j'ai appelé, moi, le consentement à l'autorité publique, c'est-à-dire que de Silmia, elle passe à autre chose. C'est une crainte. Et cette crainte a été prise en compte par les spin doctors. Mais est-ce que nos animateurs du Hirak, la jeunesse du Hirak, l'ont prise en compte eux aussi? Parce que c'est une problématique qui risque d'arriver. On ne peut plus mettre la poussière sous le tapis. À force, vous savez, quand je l'ai dit souvent, quand l'injustice se conjugue à l'oppression, on ne sait pas où ça mène en règle générale. Et en plus, il faut que d'autres acteurs émergent au niveau du Hirak, qui puissent agréger. Il y a une initiative, elle vaut ce qu'elle vaut. Il y a d'autres initiatives qui vont probablement naître. Eh bien, il faut encourager tout ce qui concourt, non pas à structurer le Hirak, mais surtout à organiser au moins. Je ne vais pas le contredire. Merci, je suis entièrement d'accord avec lui. Pour une fois, tant mieux. J'ai bien fait de lui laisser la parole. C'est un coup de poignard donné dans le dos du 1er novembre, cette affaire. C'est un vrai coup de poignard qu'il donne dans le dos du 1er novembre. Ils effacent par ce geste... Ils tentent d'effacer. Ils tentent, mais cela dépendra aussi de la participation. C'est la raison pour laquelle les Algériens doivent absolument boycotter massivement ce référendum. Massivement ce référendum. Parce qu'il est en train de leur enlever le pilier fondamental qui constitue la nation algérienne. En le remplaçant par un référendum constitutionnel qui vole encore une fois, qui capte encore une fois, à la fois l'histoire que la révolution du 22 février s'est rappropriée, a récupéré. Il est en train de récupérer, de vouloir récupérer l'histoire et la mémoire des Algériens. Les symboles, par exemple. Oui, voilà, c'est juste pour te compléter. Pardon. Tout à fait. Donc il ne faut absolument ne pas le laisser faire ce crime, parce que c'est un crime contre l'histoire, c'est un crime contre la mémoire qui est en train de se faire. Ensuite, la question dans ce pays, et surtout le 1er novembre, c'est la question de la souveraineté. Qui est le souverain dans ce pays? En décidant ce qu'il décide, il ne reconnaît pas le peuple algérien comme souverain. Mais il peut vous dire le contraire. Il peut vous dire, moi, j'ai appelé le peuple à trancher.
je lui pose des questions, je lui soumets des amendements constitutionnels, c'est à lui de dire oui ou non. Le problème, c'est que celui qui se pose en constituant n'est pas légitime. Il n'est pas le constituant. Oui, il n'est pas illégitime. Il pouvait l'être si le peuple avait voté. Le 12-12, oui, tout à fait. Non, le 12-12 et même après le 12-12. Mais ces gens qui nous ont fait naître une constitution du néant, de nulle part, qui ne prend même pas en compte les valeurs des Algériens. Qui a été validé par un Parlement dont il a dit lui-même c'est un Parlement de la fraude et de la corruption. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il ne correspond même pas et qui n'a pas été écrite dans les valeurs, et précisément la fraude n'est pas dans les valeurs du peuple algérien, sont illégitimes. Qui est le souverain dans ce pays, sinon le peuple? Oui. Et le peuple n'a pas eu son mot à dire. Et la grande majorité du peuple algérien ne connaît même pas ce qu'il y a dans cette constitution. À quelle sauce ils vont être mangés? C'est la raison pour laquelle la seule réponse qu'il faut donner à ce pouvoir, qui décidément n'arrive pas à comprendre que les Algériens veulent changer profondément, radicalement de système politique. Et ils sont en voie de le changer. Mais alors, il y a des observateurs et d'autres qui émettent des avis et d'autres. Il y en a qui vous disent, oui, cette constitution, ce qui les intéresse surtout, c'est de faire passer cette fameuse clause, ou plutôt ce fameux amendement, cette disposition qui permet à l'armée d'intervenir à l'étranger pour pouvoir offrir les services d'un gendarme dans le Sahel et ailleurs, ce qui leur permettrait par ailleurs de pouvoir recourir à des prêts pour pouvoir combler le manque à gagner qui va leur tomber dessus dans très peu de temps. Il y en a d'autres qui nous disent non, non, c'est même pas ça. Puisque de toutes les... Vous l'avez dit vous-même, Brahimi, aussi lors d'une émission, puisque l'armée, rien ne l'empêche d'intervenir à l'étranger. Il n'y a ni disposition constitutionnelle, ni légale, ni réglementaire. C'est juste une doctrine étayée par le discours politique. Et encore doctrine entre guillemets. Doctrine entre guillemets. Alors, et dans ce cas, pourquoi donc tient-il tant à faire passer ce référendum? Est-ce, je pose la question, mais il y en a peut-être d'autres, est-ce entre autres pour faire oublier la Bérésina du 12 décembre, ces bureaux vides, ces bureaux de vote complètement vides dans tout le pays, et ces caméras qui n'ont pas pu transmettre un minimum de votants comme ça dans quelques bureaux de vote, serait-ce dans l'Algérie profonde seulement? Je crois qu'il profite doublement de la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons et nous nous trouvions déjà depuis fort longtemps. Je crois qu'ils poursuivent la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous sommes trouvés, quelles que soient les contestations d'avant, c'est-à-dire la Constitution dont on peut dire qu'elle a été quelque part dévoyée, et là je suis entièrement d'accord, celle de 63. Mais en 65, c'est une situation exceptionnelle qui a été créée par le coup d'État du 19 juin 65. Et nous sommes, si vous revoyez l'ordonnance du 10 juillet 1965, nous sommes littéralement dans la même situation. Nous sommes en train de reproduire par cette constitution bidon l'ordonnance du 10 juillet 1965. À l'exception de la constitution octroyée le 23 février 1989, toutes les constitutions précédentes émanaient finalement de l'ordonnance du 10 juillet 1965. Du même corpus. Absolument. Parce que le pouvoir est toujours entre les mains de l'institution militaire, comme l'on dit, entre les mains de l'armée. Oui. Nous ne sortons pas du régime césaro-bonapartiste qui a été créé le 10 juillet 1965. Et de cela, on n'en sort plus. Et c'est finalement l'armée qui est la souveraine dans ce pays. Et elle est la souveraine parce qu'elle a pris le pouvoir par la force. Oui, mais pourquoi veut-elle faire une autre constitution? Quelle est la raison profonde? Parce que c'est une demande, qu'on le veuille ou non, depuis 1976. On va dire 63, avec la constituante, etc. Oui, mais depuis 1976, c'est une exigence à la fois. Si vous faites une analyse rapide, et si vous regardez l'histoire un peu qui s'est produite, toutes nos constitutions, y compris celle de 63,
ont été faites en période de crise. Oui. Toutes, Oui. sans exception. Oui. Sans exception. Oui. Y compris celle qui a 69. ouvert. Celle qui a ouvert. De 89. 89, qui a ouvert un peu le champ. Elle a été imposée, politique. quelque Elle a part. été, mais en période de crise. Soit des crises extérieures. Oui, mais pourquoi c'est la soit question, des crises. la question est pourquoi maintenant? Quel besoin ont-ils d'une constitution qu'ils ne respecteront Parce pas de toutes les que façons, on qui, jette chez en nous- dehors de ces amendements, Parce que chez est nous, on complètement... jette toujours, je vais laisser Hider parler, on jette toujours le bébé avec l'eau du bain. Oui. On a jeté Boumediene, on a fait une constitution nouvelle. On a voulu effacer la période boumedieniste qui s'est poursuivie. On a jeté Chadli Benjdid, on a fait une nouvelle constitution. Et on a jeté Bouteflika, on fait une nouvelle Mais ce constitution. n'est pas une nouvelle constitution, justement. Ce Non, sont mais quelques justement, amendements. Non, justement. Oui, justement. C'est considéré comme une nouvelle constitution. Et puis le constitutionnalisme, les pays d'Europe et les pays occidentaux exigent que nos États aient des constitutions. Tous les pays de notre sphère politique, religieuse, etc., ont fait des constitutions. Et ce constitutionnalisme ne date pas d'hier. Il date de la fin du XIXe siècle. Oui, mais la Constitution, oui. Elle aurait pu rester en l'état, il n'y aurait rien de changé, la Constitution de Bouteflika. Pourquoi vous celle-ci... savez, à partir du moment où la gouvernance de Bouteflika, qui a duré 20 ans, et on en connaît le résultat, et il ne s'agit pas de revenir sur cette bérésina in fine, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que 99 aidant, réforme de la Constitution, la vente concomitante, c'est à cause du boycott scolaire langue nationale, il y a plein d'artifices comme ça, et chaque président va avoir une constitution à la mesure, pour marquer un peu l'empreinte du pays. Mais je suis désolé, on ne peut pas fonctionner comme ça. Une constitution, elle doit être rédigée, établie, d'abord dans son préambule. Une constitution, c'est un acte où la société tout entière trouve un compromis pour vivre ensemble. Des institutions, le système démocratique, le régime, souvent on dit le régime, il y en a 4. Hein. Il y a monarchique, semi-présidentiel, parlementaire. Sorti de là, on parle de système. Moi, j'ai toujours parlé de problématiques de système. Quant à la Constitution, Brahim parlait de l'ordonnance de 65. N'oubliez pas, d'abord, le fait qu'il y ait eu le congrès de Tripoli, ça a été un coup d'État contre le GPRA, le gouvernement politique de la République algérienne. Ensuite, il y a eu l'intronisation de M. Ben Bella en tant que président de la République. Les gens ont voté, il y a eu le référendum, etc. À partir du coup d'État, ça remonte un peu plus loin, mais je parlais simplement de ce qui s'est passé à Tripoli et l'arrivée de l'armée des frontières à l'intérieur du pays. Et ça constituait le proto-État. L'armée était constituée avant que l'État algérien ne soit constitué. Et c'est un continuum historique. C'est pour ça qu'on est dans cette situation-là. Et c'est pour ça qu'on dit que le cœur nodal du pouvoir, ce sera l'armée, ce sera encore l'armée. Je vais digresser un petit peu, mais quand M. Chengriha appelle à partir des casernes à soutenir le pouvoir... dans le temps qu'il dit qu'il ne fait pas de politique. Entre autres, mais est-ce que l'institution militaire est fondée à porter un avis, à adouber ou à la limite à commenter ou à la limite désavouer l'action du président de la République si ce dernier était élu au suffrage universel, sain, sincère et démocratique. Oui, en effet. C'est ces questions fondamentales qui doivent... Et c'est ça où on dit Daoula... C'est pour le slogan aussi, pour nos amis hirakistes, les jeunes et les moins jeunes, il faut donner du sens et de l'écho à Machi Daoula Islamia, Machi Daoula, excusez-moi pour le lapsus. Daoula Askaria, Machi Daoula Madania, Machi Askaria. Sinon, je vais partir entre vous deux. Tu me pardonneras, mon cher Brahim. Oui. Donc c'est ces questions-là, il faut donner du sens à tout ça. Mais la Constitution en elle-même, moi je suis partisan, parce que moi j'ai parlé depuis, ça fait longtemps que je parle du renouvellement de la doctrine diplomatique, qui est intimement liée à la doctrine militaire. C'est intimement lié. Au-delà de ça, M. Benchnouf, moi je suis partisan pour que nos forces interviennent à l'extérieur des frontières. Mais pas comme longtemps ou, à la limite, une attitude politicienne par rapport à ça. Hein. Parce que n'oubliez pas que vous vouliez ou non, on est un pays. On n'a pas encore un État tel qu'on le souhaiterait. On n'a pas
de moyens... On est le plus grand pays d'Afrique situé dans une région ultra explosive, voilà, ultra stratégique. Exactement. Il faut que notre institution militaire, au sens noble du terme, soit vaillante et qu'elle soit protégée par le peuple, qu'elle soit encouragée par le peuple. Au-delà de ça, j'étais partisan il y a plus d'1 an et demi en disant, je suis partisan, que notre armée puisse intervenir, se projeter à l'extérieur, ne serait-ce qu'à nos frontières, où on a des tensions de différentes et de nature différentes et instrumentalisées par certaines puissances méditerranéennes et autres, qui risque de nous emmener qui risque de nous mettre en difficulté, on va dire. Ce qui dérange, ce n'est pas l'article 30, sincèrement. Dans la projection de l'armée... Non, mais ce n'est pas l'article 30. Juste, je termine, pas après tu me reprends. L'article 30, qu'est-ce qu'il dit? Monsieur Khalfoun l'a très bien évoqué. Oui. L'article 30 dit « L'armée veille aux intérêts stratégiques et vitaux du pays ». Oui. Excusez-moi, l'industrie pétrolière, c'est stratégique et vital. Oui, l'eau, absolument. c'est stratégique et vital. Oui. Les transports, c'est stratégique et absolument. Vital. L'industrie pharmaceutique, c'est stratégique Ça lui et ouvre vital. tous les horizons politiques, en fait. C'est-à-dire que l'armée s'arroge le droit de de jurer, comme dirait l'autre. Oui, de jurer. De jurer, donc, par le droit d'intervenir dans la vie à la fois politique et économique du pays. Oui. Et c'est ça qui est dangereux. Oui, mais ça, c'était déjà établi. C'est de fait. Pas non, oui, mais c'était de jurer aussi. Oui, d'accord. C'est de facto, et là, c'est... Rappelle-toi, on avait lu les deux articles, un dans le préambule et dans l'autre. Enfin, je te laisse. Attends, moi, j'aimerais vous demander, je m'excuse de briser l'élan d'une telle discussion, parce que vraiment, ça nécessiterait... Mais moi, là où j'aimerais vous emmener, parce que ce n'est pas tant une discussion de juristes ou d'experts ou d'analystes en la matière, ce qui serait très intéressant, mais en l'occurrence, nous n'avons pas affaire à un État, à une république, à des dirigeants qui essaieraient de faire un peu de la manipulation politicienne pour essayer d'atténuer certains aspects d'une certaine constitution. Ce n'est pas le cas du tout. Moi, la question que je vous ai posée, pourquoi ces gens-là utilisent-ils ce 1er novembre, une date emblématique de tous les Algériens, qu'ils utilisent comme une sorte de cheval de Troie, de bélier de siège, pour enfoncer quelque chose? C'est quoi cette Bérésina du 12 décembre? Le 12 décembre, qui devait donner une forme de légitimité au président désigné, a été tout le contraire. Les télévisions n'ont pas pu transmettre des images de bureaux de vote un temps soit peu fréquentés. Il n'y a eu que les militaires et quelques clients qui ont voté. C'était le boycott le plus massif depuis l'indépendance du pays. Alors, est-ce que ce 1er novembre et ce référendum, dont les questions posées par les amendements ne sont pas tellement importantes, aussi importantes que ça, dont celle de l'armée, est-ce que ce ne serait pas plutôt pour faire oublier cette Bérésina du 12-12 et donner une forme de légitimité à Tebboune qui a proposé ce référendum, et dans tout le régime et tous ses relais, y compris des hérakistes retournés, y compris des partis politiques dits de l'opposition, y compris des partis islamistes domestiqués, sont en train d'appeler à voter et à dire même voter oui ou voter non, ce n'est pas important. Voter. Pourquoi? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de la foule là devant les écrans de télévision? Ils ont besoin de ça parce que on est à l'ère de la communication politique. Vous savez, la communication politique, c'est le journaliste, les hommes politiques et l'opinion. C'est dans ce triptyque que ça se joue. Eux ont besoin évidemment d'un taux de participation plus ou moins correct et plus ou moins, on va dire, réel, factuel. Or, on sait très bien que les clientèles, l'arrière-pays, les clientèles qui sont encore très nationalistes, qui sont très... qui confondent peut-être même nationalisme et régime aussi. C'est clair. Parce qu'ils ont été maintenus dans une certaine forme de compréhension politique. Si on part du point de vue que les corps constitués globalement représentent 1,5 million, 1,6 million, les clientèles 1 million, peut-être il y aura 3 000. L'électorat islamiste dit modéré, domestiqué, comme vous les avez qualifiés, pèsent les deux, si je prends le parti de M. Djabala, le parti de M. Mokhri, bon, à la louche comme ça, 1 million. Pas plus, pas moins. Enfin, sur les dernières... ça veut dire dans l'ensemble, c'est 4-5 millions sur 23 millions. Sur 23 millions, sur le collège électoral de 23 millions, c'est peanuts. Ouais. Et ce n'est pas avec ça qu'on va se légitimer. Vous savez, il y aura un peu de bourrage aussi pour arrondir les... Mais là où je voudrais puis ouvrir le débat avec Brahim là-dessus, c'est qu'on oublie de dire
que M. Tebboune s'est exprimé sur les élections communales, sur les élections de Wilaya, avant la fin de l'année. Il l'a dit à la télévision en présence de 2 journalistes. Oui, oui, oui. Dans leur esprit, les spin doctors se sont dit on va terminer l'architecture. Le 12-12, le référendum, et on va terminer avec les élections. Quand il y aura, on mettra les élections à la disposition du peuple algérien. Il y aura beaucoup de personnes qui voudront aller se présenter. Ça va être quoi, ça? Et c'est là où les partis politiques, les hiérakistes, les leaders d'opinion doivent s'interroger dès maintenant. Parce qu'en fait, le référendum, il sera validé comme le 12-12 a été validé. Quel que soit le nombre, le taux de participation ou pas, ils vont carotter encore les élections, ça ne fait aucun doute. Mais c'est après, et pour terminer, justement, le bouclage institutionnel. Et début janvier, commencer peut-être à travailler avec d'autres assemblées communales, d'autres assemblées de wilaya et une autre assemblée nationale, un autre Sénat. Ce qu'il faut dire, c'est que ne pas tomber dans ce piège-là de la future élection. Les gens doivent commencer tout de suite à se déterminer. Il y a plusieurs possibilités. Moi, à l'époque, on en avait évoqué quelques-unes. Bon, je ne suis pas là pour les évoquer à la place des autres. Mais le plus grand danger pour le Hirak, c'est qu'il se fractionne à cause de ces futures élections. C'est-à-dire, parce que n'oubliez pas que l'élection communale, j'ai été candidat, j'ai été au combat électoral. L'élection communale, c'est partisan, c'est clair, mais qui est-il, que fait-il, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il intègre? C'est les seules vraies élections, en fait, voilà. Parce que c'est dans la vie de tous les jours de tout le monde. Est-ce que le pouvoir va favoriser l'émergence de partis politiques pendant ces 2-3 mois, de nouveaux partis politiques? Est-ce qu'il va, dans la loi électorale qui doit être amendée, est-ce que la liste des indépendants, combien de signatures il leur faudra? Est-ce qu'ils ne vont pas multiplier le nombre de signatures pour susciter des vocations et des ambitions? Oui, mais le 1er novembre. Très vraisemblablement, pour le régime, c'est un rendez-vous crucial. Crucial. Ça veut dire s'il y a autant d'abstention, de boycott que pour les présidentielles, même le bourrage ne sera pas possible. Réellement, on sera dans ce cadre-là. Nous avons un signe. Qu'est-ce qui s'est passé le 22 février? Qu'est-ce qui s'est passé le 22 février 2019? C'est la naissance d'une opinion publique. Il n'y avait pas d'opinion publique avant le 22. Et d'une conscience politique. Mais justement, l'opinion publique s'exprime parce qu'elle a une conscience politique. Il y a aujourd'hui une opinion publique qui s'est exprimée pendant plus d'1 an. Elle a bientôt 2 ans. Et oui, je veux dire parce qu'elle s'est arrêtée. Tout à fait. Parce qu'elle s'est arrêtée. Mais une opinion publique a émergé dans ce pays. Et je ne crois pas que cette opinion publique-là ait le pouvoir, ces spin doctors, comme dit si bien y dire, de savent et prennent en considération cette opinion publique qui est née le 22 février 2019. Je ne crois pas qu'elle changera d'opinion comme cela. Parce que vous pensez que le Hirak est au même point de mobilisation qu'au 22 février? Non, mais en termes, pas même de mobilisation. On le voit, si on parle en termes de mobilisation, évidemment que le pouvoir et le Covid. Oui, bien sûr, c'est le Covid. Oui. Et le pouvoir le sait, les espaces ne sont plus occupés comme avant. Oui. Et ce n'est pas par le fait que l'opinion a changé, l'opinion n'a pas changé. D'accord. L'opinion n'a pas changé. Et le peuple algérien va démontrer qu'il garde toujours la même opinion, que ce système-là doit absolument s'en aller par le boycott. Par le boycott. Quand on a plus de 20 millions d'Algériens qui ont exprimé leur hostilité à ce système, qui demandent... 20 sur 23. Oui. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Je ne crois pas qu'en si peu de temps, ou à cause du Covid, l'opinion publique algérienne qui a émergé le 22 février puisse, comme cela, changer d'opinion, changer d'avis pour le 1er novembre. Je ne crois pas à cela. Je ne crois pas à cela. Cette opinion, comme vous venez de le dire, forme aujourd'hui effectivement la conscience de la nation. Et il y a une conscience nationale qui se forme parce qu'il y a une opinion publique et cette opinion publique qui s'exprime.
et s'exprime tous les jours à travers les réseaux sociaux. C'est extrêmement important de regarder ce qui se dit. Ils se maintiennent dans les mêmes positions, à savoir nous voulons un État civil et pas militaire. Nous voulons que tout le monde parte, que tout le monde s'en aille et on continue. Vous les avez vus quand ce ministre, entre guillemets, a dit ce qu'il a dit, et que celui qui n'est pas content qu'il s'en aille. Les Algériens se sont tous levés comme un seul homme. Comme un seul homme. Tous. Oui, allez-y. Juste pour dire à Brahim, c'est vrai qu'il y a un socle, il y a une conscience politique, qu'il y a une opinion. Là, je partage tout à fait. Cependant, l'offre politique du pouvoir, ça a été l'élection présidentielle. On sait très bien, on avait débattu des... L'élection présidentielle, contrairement à ce qu'a dit Tebboune, qui n'a pas été demandé, qui ne fait pas partie des revendications du Hirak, contrairement à ce qu'il a voulu faire croire. Tout à fait. Mais là, il est dans son rôle. On a parlé de Tarh Louga, Madaniya Michi Askaria, processus constituant, Istiqlal, mais on n'a pas dit élection présidentielle, bien au contraire. C'est juste pour apporter un peu la contradiction à Brahim quand il dit il y a une conscience politique, oui. Il y a une offre politique qui a été faite par l'élection du 12-12 où tout le monde était contre. On a vu le résultat. On s'est dit le taux de participation, ça a dû être du 7-8-9%. Allez, soyons généreux. Le référendum qui ne règle en rien les problèmes de la société parce que le peuple se sent encore méprisé, parce que c'est le mot, puisqu'on l'a dépossédé de son pouvoir constituant. 3. Par contre, là où le Hirak risque d'avoir des attitudes différentes parce que les ambitions des uns et des autres, parce que c'est humain, tu as fonctionné, tu sais très bien comment ça se passe, c'est s'il termine l'agenda par l'élection des communales, des wilayales et des mandats nationaux, donc des députés. Là, on risque d'avoir d'autres choses. Mais nous n'en sommes pas encore là. Mais le problème, c'est... Monsieur Benchouf, excusez-moi, s'il vous plaît. C'est pour anticiper, parce que moi, pour le 1er novembre, la Constitution n'est pas votée. Il ne faut pas sortir tous les appels à plat bloqués. Oui, voter comment? Est-ce qu'il va y avoir une participation? On l'a dit au début, on s'est dit l'inconnu pour ce pouvoir, et d'où l'immersion des partis politiques domestiqués pour appeler à leurs militants de voter non, pour des raisons connues pour certains. Et d'autres de voter n'importe comment, oui ou non. Voilà, tout à fait. Ce qui montre l'intention de faire participer les gens seulement. Parce que les chancelleries vont mesurer à peu près le taux de participation. Donc le taux officiel, il faut qu'il se rapproche le plus près possible de la réalité. Ils appellent tout le monde à venir parce que leur motivation première, vous l'avez dit, je pense, c'est le taux de participation. C'est pour ça qu'il faut... Moi, je vais me faire l'avocat du diable, si vous permettez. C'est vraiment le cas de le dire, hein, l'avocat du diable. Là, en l'occurrence, ce n'est pas une vaine formule. Hein, ça risque de vous aller bien, je suppose. Alors, il y a ralentissement du Hirak, qu'on le veuille ou non, quelles que soient les causes profondes. Donc, nous savons essentiellement qu'elles sont dues à celles de la Covid. Moi, je dis tout le temps du Covid, hein, excusez-moi. Covid. Les deux se disent. Hein. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Le régime a eu le temps de se retourner. Cette aubaine du Covid lui a permis, parce qu'il était à un cheveu de tomber. Et puis cette aubaine du Covid est arrivée, elle lui a donné le temps de reprendre son souffle. Alors il a commencé d'abord à rameuter les partis qui ne demandaient qu'à être rameutés. Il en a rameuté d'autres qui se faisaient passer pour de l'opposition, qui n'étaient vraiment pas de l'opposition, mais qui ont réussi à le faire croire un tant soit peu, y compris à des gens comme moi, par exemple. Mais pas seulement. La presse, il a réussi à la brider comme elle ne l'a jamais été. La presse, en ce moment, pratique une autocensure à peine croyable. Par exemple, le Hirak du 5 octobre, qui a été vraiment phénoménal, qui nous a semblé annoncer le retour du Hirak. Il n'y a pas eu un mot, pas une ligne, pas une image dans la presse. Pour bien m'expliquer. Il a réussi mieux, ce régime. Il a réussi à retourner de véritables Hirakistes, de véritables, qui étaient crus, en lesquels le Hirak avait confiance, qui étaient le fer de lance de certaines manifestations, et qui aujourd'hui ont table dressée à l'hôtel Saint-Georges, où ils parlent eux aussi d'Algérie nouvelle de M. Tebboune. Mais pas seulement.
le régime a mis en place toute une machinerie de propagande dans le pays profond, là où la misère est la plus prégnante, là où le FLN, le RND, les potentats locaux, la flicaille politique ordinaire fait des ravages et qu'on réussit à faire croire aux gens que c'est le rendez-vous avec le 1er novembre. D'ailleurs, moi, tout à l'heure, j'ai lu sur le Facebook quelqu'un qui a écrit « Nous allons voter, nous serons les prochains novembristes ». Quelqu'un d'autre l'a repris pour lui dire les vrais novembristes ont libéré le pays. Vous voulez le soumettre à ce qu'il... Et donc, moi je ne demande pas mieux que d'avoir votre optimisme, votre foi en le Hirak. Mais il y a une réalité. Ce n'est pas un optimisme béat. Béat, d'accord. C'est un optimisme fondé sur la raison. Fondé sur la raison. D'accord. Même s'il y a des mangistes, comme l'on dit... Les adeptes de la mangeoire. De la mangeoire. C'est sa place d'activité à Bethléem. Ça s'appelle comme ça. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, ils peuvent y aller. Ouais. Ils peuvent y aller. J'ai lu certains politologues algériens qui disent qu'il ne faut plus rester dans le rejet. Il faut aller vers le projet. Mais qui présente un projet? On peut le présenter. Mais quel projet? Et voilà, on peut le présenter, c'est clair. Oui. Mais qui va l'adopter? Comment il va l'adopter? Or, le pouvoir va imposer encore. Le peuple, quelles que soient les raisons qu'invoque le pouvoir, veut absolument passer d'un ordre politique imposé, on est toujours dans l'ordre politique imposé, à un ordre politique pour le moins négocié. Si l'ordre politique, il n'est pas possible de le négocier pour les raisons que l'on sait, à partir du 1er novembre, le pouvoir va dire, voilà, une constitution est votée, je vais passer aux autres élections, je vais réorganiser l'espace politique sur le plan municipal, législatif, etc., etc. Et nous serons toujours dans un ordre politique imposé. Ce n'est pas le choix du peuple souverain, ni la Constitution, ni le reste, parce que nous sommes toujours, et la Constitution le fonde encore de nouveau, nous sommes toujours dans une dictature militaire. Et une dictature militaire n'est ni réformable, ni amendable. Et elle n'a jamais été dans la réforme. La seule fois où elle a tenté, entre guillemets, la réforme, c'est en février 89, après 88, mais elle a immédiatement après repris la main le 11 janvier 1992. Alors qu'aujourd'hui, à l'époque, il y avait des clivages dans la société, parmi les partis, dans la société, il y avait des clivages qu'on a essayé ces derniers mois de remettre dans la société, mais ça n'a pas réussi. Ça a été très marginal, très, très marginal. Mais la population aujourd'hui est en tout cas unie sur un projet, celui que ce pouvoir, ce système doit absolument s'en aller parce qu'il n'est plus... Vous pensez que la population, comme vous dites, le peuple autrement dit, est vraiment soudé dans cet objectif? Qu'il n'y a pas un fléchissement? Je le crois. Il peut y avoir. Certains, bien entendu, et cela s'est passé, y compris dans les autres révolutions, quand on regarde les révolutions dans le monde, y compris la révolution bolchevique. Oui. Y compris, quand on voit les débats et les combats dans la révolution bolchevique entre Lénine et Trotsky, entre Trotsky et Staline, etc., etc. Bien sûr. Même Gramsci s'en est mêlé. Oui, en plus. Mais néanmoins, on est allé vers la révolution. Bien sûr, il y avait la violence. Nous voulons passer par le pacifisme. C'est clair. Oui. Mais si on impose aujourd'hui, on continue à imposer un ordre politique établi, Idir l'a suggéré tout à l'heure, le peuple algérien passera vraisemblablement à autre chose. C'est-à-dire, au lieu de se maintenir simplement dans des espaces indéfinis ou non définis, il va occuper des lieux.
et des lieux qui sont bien définis. Justement, j'aurai une question tout à l'heure sur ce sens-là. Voilà. Une complication plus que prévisible. Oui. Pour la Constitution, ce que disait Brahim là, tout à l'heure, quand il disait quelque chose de négocié ou dessus, il a tout à fait raison. Et c'est là où moi j'avais personnellement dit une fois que l'armée doit entamer sa mutation. Il est obligé d'entamer sa mutation parce que c'est le moindre coût pour le pays. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. L'armée qui dirige les actuels chefs. Je ne peux pas dire qui, je ne peux pas nommer. Nous parlons en termes génériques de l'armée, en termes otage, d'institutions, état-major compris. Elle est prise en otage par les actuels chefs. C'est-à-dire ils ne peuvent pas aller vers un amendement de leur propre nature. Non, mais excusez-moi, M. Blechnov, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que M. X doit négocier avec M. Y de la sortie de crise du pays. Ça ne m'intéresse pas. Je veux que l'institution militaire prenne conscience que si elle n'entame pas sa mutation pour être en phase avec les aspirations, non pas d'une certaine génération, avec la jeunesse du Hirak, inévitablement, ça met le pays en péril. Il y va de la stabilité du pays. C'est ce que je veux dire. Maintenant, que ce soit Pierre, Paul, Qaddour, Mohamed, ce n'est pas ma tasse de thé. Le modus operandi, je ne veux pas, je ne peux même pas l'envisager. Pourquoi? Parce que cette histoire de constitution, notre avenir institutionnel, nos rapports, la démocratie comme système, les pouvoirs étendus qu'on a accordés, le CNES est sous la responsabilité du président de la République, le Haut Conseil à la langue arabe auprès du président de la République, le Conseil de la jeunesse auprès du président de la République, l'Académie Amazigh. Le Haut Conseil à la magistrature. Le fait que, Brahim l'a dit la dernière fois, la dernière émission, le pouvoir administratif qui est aux mains du président de la République, il faut que ça cesse à un moment donné. C'est ces questions-là. Mais le pire c'est que le président de la République est lui-même entre les mains du vrai pouvoir. Il est otage, bien évidemment. Voilà. Il est otage, bien évidemment. Ça c'est le premier élément. C'est ce que je n'ai pas cessé de dire. Voilà. Mais si tu permets. Le deuxième élément, c'est que cette jeunesse, elle veut, pour un peu paraphraser Brahim, elle veut un avenir qu'elle aura librement choisi. Elle ne veut pas un avenir subi. Elle veut pas de règles qui l'enferment, elle veut de la liberté, elle veut de l'espace, elle veut de la lumière, elle veut travailler, elle veut s'épanouir, elle veut aller au théâtre, elle veut aller au Chabi, elle veut aller à la mosquée, elle veut. Je suis désolé, il ne faut pas qu'on ait une approche générationnelle de la société algérienne. Il faut que nous tous, qui pouvons un peu réfléchir modestement, chacun à sa juste place, apporter quelque chose et essayer de se rassembler en n'ayant qu'un seul moment. Comment arriver à la transition? Comment infléchir l'armée et sa façade de Alors, je me permets, parce que nous allons être rejoints par Yasmina Benini, nous allons voir quelques images sur le 12 décembre, sur ces fameuses élections, et puis nous allons reprendre cette très intéressante discussion. Mais allez-y. Je veux dire cela, parce que Idir vient de parler d'institutions. Oui. Mais l'essentiel, c'est la société. Or, ce qui se passe depuis le 22, on pense qu'on a affaire à une foule. Ce n'est pas une foule. Oui. Ce n'est pas une foule. Oui, et moins encore. Oui, et moins encore une foule solitaire. Oui. Moins encore une foule solitaire. Ce n'est pas du tout une foule solitaire. C'est un mouvement révolutionnaire qui est organisé en dépit de tout. Et nous allons y revenir. Nous allons d'abord voir quelques images des élections présidentielles du 12 décembre 2019. Regardons.
Image sélectionnée par Kassi, Chaban Kassi. Vous avez vu un peu, nous allons accueillir notre consoeur Yasmina Karima Benini, journaliste. Merci d'être arrivée. Merci de votre Un invitation. peu en retard. Circulation, j'imagine. Tout à fait. Heureusement que nous avons un peu de temps parce que l'émission prendra plus de temps que d'habitude. Nous en avons encore pour 1 heure de temps. Donc, alors, vous avez vu les images, mes chers amis. Yasmina, vous avez vu les images? Oui, le bourrage de Durne. Oui. Oui, Mais là, en l'occurrence, vous ne pouvez pas faire autre chose que bourrer puisqu'il n'y avait quasiment personne. Oui, mais c'était visible à l'œil nu. C'était aussi visible que le malheureux Bouteflika et son impotence. Et pourtant, on a voulu faire passer les vessies pour des lanternes. Oui. Je veux dire, c'est tellement méprisant. Mais là, c'est l'élection de Tebboune. Hein? Oui, j'ai bien compris. Je veux dire, ce sont des évidences. Oui. La rareté des électeurs. Oui. Et on nous dit il y a des élections et il y a un gagnant. Et puis on nous a dit il y a un président et puis on voyait qu'il était... Absolument. Et vous saviez qu'il y avait le même taux quasiment, pour voir combien les Algériens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur, sont en symbiose. Vous saviez que les chiffres sont exactement les mêmes dans l'immigration et à l'intérieur, à peu près 8%. 8% de vrais. Là, ils n'ont pas pu trafiquer les chiffres. Ils ont donné 8 à 9%. Parce que c'est difficile de trafiquer ici. Mais en Algérie, ils ont gonflé. Mais là, le vrai taux en Algérie et à l'immigration est d'environ 8%. C'est incroyable, là, cette osmose entre les Algériens qui soient dehors ou à l'intérieur. Oui, peut-être que l'exemple de la diaspora a donné... Ils ont peut-être pris ça comme modèle, comme ou alors c'est l'inverse, peut-être. Peut-être l'inverse. Oui, peut-être l'inverse. La diaspora a remarqué cette extraordinaire tenue politique, cette conscience des Algériens et qu'elle a suivi. Ouais. Cette autre coïncidence. Ouais. Penser que quelqu'un comme De Gaulle n'a pas été élu avec les scores de l'Amérique latine et de l'Afrique, oui. 50% avec le vent en poupe qu'il avait à ce moment-là. Oui. Et puis là, on va encore nous donner des scores, encore une fois, méprisants pour l'intelligence d'un enfant. Alors, justement, puisque vous arrivez en retard, nous parlions tout à l'heure d'après vous, pourquoi ce régime s'obstine-t-il à vouloir faire voter les Algériens le 1er novembre? D'abord, pourquoi avoir choisi cette date, précisément? Et ensuite, qu'est-ce qu'ils cherchent à travers ça? Nous avions envisagé des possibilités, et d'autres, notamment celle de faire oublier la Bérésina du 19 décembre. Mais sinon, selon vous? Eh bien, ils sont prêts pour une nouvelle Bérésina, déjà. Et surtout, alors il me vient à l'esprit 3 hypothèses. Et vous savez, en toute chose, il n'y a pas qu'une seule vérité. Je veux dire, ce sont les solutions magiques, où on donne une seule et même vérité. Donc, parlons d'hypothèses. Ma première hypothèse, c'est que ces messieurs en kaki voudraient nous rappeler que ce pays est le leur, que ce pays, c'est grâce à eux, et qu'encore une fois, ils vont décider de quand va se déclencher un autre épisode de l'épopée algérienne. Donc, ensuite, il me vient à l'esprit ce que vous disiez la dernière fois d'ailleurs, à juste titre, mais pas seulement, c'était justement la proximité. Comme les pop stars, les fans veulent s'en approcher, ils veulent porter en eux cette odeur de sainteté, par frottement à quelque chose de sacré. Et le 1er novembre est une date sacrée pour nous autres Algériens, une sacralité tout à fait profane, une sacralité nationale. C'est ce qui nous construit. Vous savez, le tissu algérien, c'est aussi ces dates qui Ils veulent se l'approprier. Justement, c'est là qu'il y a un blasphème national, c'est-à-dire qu'ils prennent quelque chose qui est du domaine de la mythologie, de l'épopée algérienne, quelque chose que nous aimons raconter à nos enfants, que nos professeurs ont aimé nous raconter. Et donc, c'est une sorte de sacrilège profane. Et donc, comme justement je vous disais, pourquoi est-ce que certains aiment s'approcher de l'objet de leur admiration? C'est pour être un peu éclaboussé, peut-être pour s'en imprégner, en être, en période de Covid, on peut le dire, en être un petit peu contaminé. Et donc, peut-être que dans leur spin doctors, leur communicants... vous dites la même chose que...
Voilà. Spin Le Doctors. ont soufflé à l'oreille. Peut-être qu'il a vu le même film que moi. Sur le... peut-être. Oui, ça a rendu les Spin Doctors très fameux. C'était Borgen, le film danois justement qui raconte les histoires de démocratie réelles, celle de l'Europe du Nord. Mais en tout cas, pour en revenir à l'Algérie, voilà, par proximité, pour induire un certain nombre de choses. Et encore, c'est gentil. Moi, je pense, et peut-être que j'ai l'esprit chagrin, mais je ne le crois pas. La dernière fois, lors de mon passage, j'essayais de me souvenir de cette locution latine, et c'est en retournant chez moi que je m'en suis souvenu. C'était le damnatio memoriae, c'est-à-dire qu'on prend une personne ou une idée, une institution, quelque chose, ou même un culte, et on le met sous le tapis, c'est-à-dire on veut le faire rentrer dans l'oubli mémoriel. Ça, c'est beaucoup vu dans l'histoire. Je veux dire, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre. C'est juste que si on fait un effort de mémoire de nos lectures, vous savez, les Hatshepsut en Égypte ou les Néron à Rome, eux aussi ont été frappés d'oubli mémoriel. Akhenaton. Et Akhenaton, voilà, justement pour le culte, voilà, pour le retour d'Amon. Voilà. Donc, là, on est déjà dans le mystique. Mais là, je parle quelque chose de vraiment terre à terre. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place? De quoi veulent-ils nous priver? N'oublions pas que ce sont des DAF qui sont les grands marionnettistes. Qui étaient à la manœuvre, du moins, mais qui ont fait des petits, vraisemblablement. Forcément. Mais surtout, je pense qu'il y en a encore qui sont à la manœuvre quand même, parce que c'est des histoires de gangs. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avons eu Tebboune pour Noël. Ouais. Et là, ils vont nous donner une constitution pour Halloween. Et Halloween, c'est formidable pour ça. Parce que Halloween, c'est des monstres, c'est des masques qui font peur. N'oublions pas que dans notre histoire nationale, là, nous avons eu notre 1er novembre, donc le déclenchement de la révolution algérienne. Mais pour les Français, c'était la Toussaint Rouge. La Toussaint Rouge. La Toussaint Rouge. Et bien voilà, nous, on ne veut pas du Toussaint Rouge. Aïd el-Kbir, ça dépend de quel côté on est. Voilà. Soit du coup, bouton sacrificiel ou de celui qui l'égorge. On refuse. Mais un mot et je reviens à la discussion. Tout à l'heure, j'ai lu sur Facebook un commentaire de quelqu'un, je viens de le dire à Ibrahim et à Siedir, que quelqu'un qui a dit nous allons voter, c'est nous les novembristes de demain. Et quelqu'un lui a répondu, lui a dit non, les novembristes ont libéré l'Algérie, vous vous apprêtez à la livrer pieds et poings liés à ceux qui sont en train de la vampiriser. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il a dit. Si encore le client était connu. Oui. Alors, d'abord, avant de revenir à la discussion, il y a un sujet factuel qui est très, très intéressant. J'aimerais qu'on puisse en discuter un petit peu. Monsieur Tebboune est invisible. Alors, d'après le communiqué officiel, il serait en confinement parce qu'atteint du Covid. Alors, ma question est très simple. Bush, comment il s'appelle l'autre? Trump a le Covid. Mais il communique. Il a un masque, il reçoit la presse, il parle. Et Tebboune à J-5 d'une date qui va être cruciale pour le régime. Ça veut dire s'il rate cette marche, il risque de se casser le visage, la figure, pour ne pas dire autre chose. Et pourtant, on ne le voit pas. Donc, les gens sont en train de se poser des questions. Ils sont en train de se dire, Sidi Malish, il est en France, en train de se soigner en France. Mais à l'intérieur d'une pièce, on ne voit pas que c'est en France. Pourquoi est-ce qu'il n'appellerait pas son caméraman, qu'il fasse une déclaration pour nous rassurer? Le fait qu'il ne l'ait pas fait, dit la rumeur publique, c'est que soit c'est plus grave que ça, c'est-à-dire s'il est en Covid et en Covid à un stade très grave, soit ce n'est pas le Covid et que c'est quelque chose d'autrement plus grave. Alors, à votre avis, messieurs, dames? Écoutez, moi je serais étonnée qu'il bénéficie de la clémence populaire comme en Grande-Bretagne. Parce que le Premier ministre, Johnson, lui a bénéficié de l'empathie populaire. Oui.
et il n'a rien caché. Trump, c'était déjà un petit peu antipathique parce qu'il a fait dans la récupération. Moi, je me suis demandé si c'était vraiment un Covid ou s'il a voulu être touché par le syndrome justement de Johnson. Donc, c'était vraiment très, voilà, victorieux comme ça. Voilà, j'ai même eu le Covid. Enfin, je l'ai même battu. Lui, il roule les mécaniques à tous les coups. Quant à Tebboune, moi, je pense plutôt à, je ne sais pas, c'est comme dans une certaine histoire du Sénat romain, encore une fois. Peut-être que c'est une façon collégialement de le planter, politiquement, bien sûr. S'il a le Covid, eh bien, certains, les fatalistes diront ah ben c'est le bon Dieu qui a écouté le c'est pas Chirac. grave, mais pourquoi il n'est pas visible? Pourquoi il ne rassure pas les gens, surtout en cette période cruciale pour le régime? Parce qu'il respecte les traditions d'un pouvoir qu'on voudrait voir partir. Ils ont dit qu'il a le Covid. Ils ont le mérite de l'avoir dit. Oui, mais il le cache. Je veux dire, ça pourrait être pourquoi il le cache alors que c'est contre-productif pour eux? C'est là la question que je voudrais qu'on examine un peu. Brahim Younsi. Oh, je crois tout simplement que la population s'en fout totalement de ce qui peut advenir. Mais pas le régime. Pas le régime. Oui, mais la population, qu'il le montre ou qu'il le cache, la population s'en fout totalement de ce qui peut advenir de Tebboune. C'est la situation qui intéresse. C'est l'armée qui intéresse la population. Je l'ai dit quelque part parce qu'Idir était présent. Est-ce que le peuple et l'armée sont en situation de se retrouver, entre guillemets, parce que nous parlons du 1er novembre. Et c'est là où c'est important. Or, depuis au moins le 22 février, il y a une rupture totale avec l'armée. Et quand je dis au moins le 22 février, cette rupture s'est faite le 5 octobre 1988 de façon claire et nette. C'est une césure importante. C'est la raison pour laquelle le 5 octobre est une date fondatrice de la contestation et de tous les changements. Et qui perdure, qui continue à influencer la scène politique, qui continue à influencer l'histoire politique algérienne d'aujourd'hui. Or, les gens, ils n'ont pas affaire à Tebboune. Ils s'en foutent de Tebboune comme ils se sont foutus de Bouteflika à la fin de cette mandature truquée. Aujourd'hui, c'est le face-à-face. Oui, mais moi j'entends bien ce que vous dites et c'est très intéressant. Mais pourquoi nous cache-t-on Tebboune? Pourquoi ne nous dit-on pas ce qui se passe? Est-ce qu'il est très gravement malade? Est-ce qu'il a le Covid seulement? Mais dans ce cas, pourquoi ne fait-il pas une apparition publique? Moi, je n'ai pas pu. En tant que journaliste, vous êtes légitimement en droit de le demander. Oui. C'est clair. Oui. Moi, j'abonde aussi dans le sens de Brahim. Tout le monde s'en fiche. Vous savez, nous, notre peuple, il est empathique, hein, quel que soit Tebboune. On a cette histoire, que vous le vouliez ou non, c'est culturel, voilà, c'est porté en nous. Et je n'irai pas jusqu'à souhaiter du mal, ni à bout de pas ni rien. Du mal. Mais dire, comme l'a dit Ibrahim, le peuple s'en fiche, je suis entièrement d'accord. Le souci, c'est que la mise sous quarantaine de M. Tebboune s'est faite, ils ont donné 5 jours. C'est en dépit du bon sens médical et c'est en dépit de la rationalité. Oui. Au début, c'était la quatorzaine. Oui. Ensuite, on peut carrément mettre les gens en quarantaine ou en isolement 7 jours. Lui, 5 jours. Je crois qu'il ne faut pas se presser. Il faut attendre 2-3 jours. C'est l'inauguration de la mosquée qui correspondra probablement au Mouloud Nabawi. Oui. Et à ce moment-là, on pourra se faire une idée. Le 29. Et à ce moment-là, on pourra se faire une idée. Mais je ne pense pas qu'il faille, je crois, faire des confettis sur la maladie de Tebboune. Nous savons tous que le b.a.-ba, c'est que la communication institutionnelle est une communication à côté de la plaque. Mais ce que cela montre, l'impéritie, c'est une incompétence. Plus grave encore, montre l'opacité dans laquelle le pouvoir est exercé. Absolument. Ça, mais à la limite, moi j'ai l'impression que c'est une opacité imbécile. Oui, mais parce que qu'est-ce qui empêche de le montrer avec un masque? Les pouvoirs, depuis, il faut le dire, le 5 octobre 88, bien sûr avant aussi, mais ils avaient la chance de s'amender le 5 octobre.
mais ils ne se sont pas amendés parce qu'ils sont inamendables. Ils ne peuvent pas s'amender. Et c'est continuer successivement dans l'opacité. On l'a vécu avec Bouteflika. Juste pour rebondir sur la question de la maladie. On continue dans l'opacité. Ce régime est opaque dans tous les domaines. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument, encore nous leur donnons cette chance, ils peuvent leur donner la chance, qu'ils fassent leur bagage. C'est ce que je voulais dire par les traditions. Continuer dans cette tradition de l'opacité. Démocratiser, l'action de démocratiser. La communication, c'est la clé de voûte. Ça se situe, je l'ai dit tout à l'heure, entre le journaliste, l'homme politique et l'opinion. C'est là, dans ce triptyque, que ça se joue. Comme vous le dites de manière très simple et accessible à tout le monde, et c'est très bien, rien ne l'empêchait d'être avec son masque et de faire une petite allocution en disant... Ne serait-ce que mettre couper court à la rumeur qui est en train de le donner mort. Tout Il y a à beaucoup fait. de gens qui se sont dit il est mort, il nous cache sa mort. Tout à fait. Juste pour rebondir sur Brahim, quand il dit octobre 88, ça a été quelque chose de fondateur, je pense que toute l'histoire... Il a parlé de césure. Oui, de césure. Justement, c'est ça qui m'a fait... Entre les Algériens et l'armée, qui a tiré sur le... Au départ, l'armée n'est pas conçue pour tirer sur le peuple. Il y a des forces républicaines, gendarmerie et police qui sont chargées dans un premier temps, quand ça prend des coups de sommation, oui, évidemment. Mais attends, je ne suis pas en jambes. train de dire que l'armée n'a pas tiré, l'armée a tiré. Là, ça s'est soldé par 500 morts. Je pense, lui, qui a vécu pas mal de péripéties sur le mouvement national. Et je crois que ça démarre de plus loin. En fait, même le Hirak, je pense, c'est la collation d'événements de 62, de la guerre des wilayas. Ça remonte, le coup d'État contre le GPRA, 62, 63, 65, le coup d'État contre Boumediene, à la veille de la conférence afro-asiatique, Brahim, etc. Il y a eu les événements de 80, je suis désolé, il y a les événements de 85, la première Ligue des droits de l'homme, il y a eu les événements de 88, 86, Constantine. 88, et la collation de ces petits abcès, ont fait naître... Le 22 février, qui est pour moi un deuxième mythe fondateur pour la nation algérienne, qu'il faudra inévitablement revisiter et inclure toutes ses composantes. Dans les années 60... Yasmina, il faudra prendre la parole, sinon... Justement. Non, ne vous inquiétez pas, on est très galants. Non, mais vous parliez, excusez-moi monsieur, vous parliez de l'armée... Il s'appelle Idir. Vous parliez du rôle de l'armée à rester, enfin ne pas interférer dans les affaires politiques, civiles. Non. L'armée a tiré. Oui, l'armée a tiré. Ce qui revient à ce que je voudrais dire, c'est que dans cette constitution-là, les lanternes rouges, mis à part l'autre, là, celle des intérêts vitaux et stratégiques, c'est vraiment morbide, c'est pour ça que je parle d'Halloween. Il y en a une autre encore peu plus morbide, je trouve, c'est le rôle de l'armée dans le maintien et la défense des constantes de l'essence. Des constantes vitales, des constantes de la nation. Alors, c'est un peu inquiétant parce que j'essaye de mettre des mots, j'essaye de mettre des situations, et alors, ça m'inquiète beaucoup. C'est très vaste, c'est très vague surtout, c'est très vague. Qu'est-ce que l'essence des constantes de la nation? Qu'est-ce que c'est? Des constantes nationales, oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Et pourquoi est-ce que ce serait l'apanage des militaires? Ça pourrait aller des questions culturelles jusqu'aux affaires économiques, financières et stratégiques. C'est très vaste. Il faut s'inscrire dans un peu de sociologie là et parler des essentialistes. Je veux répondre à Idir. J'ai rien dit. Tu as dit des choses très importantes. À savoir que dans les années 60, on n'a pas tiré sur le peuple. C'était des factions, appelons les choses comme cela. C'était des groupes armés qui se combattaient pour la conquête du pouvoir. On a assassiné des patriotes. Non, peu importe. C'est pas le sujet. On a assassiné des novembristes. C'est pas le sujet. Oui. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Vous avez raison. C'est une lutte. De partir. Les uns et les autres avaient été armés. Bon, c'était des factions, c'était des groupes armés qui se combattaient pour le pouvoir, évidemment. Nous savons que le wilayisme a existé. Bon, mais c'est pas le sujet. Ça, c'est entre armés, des gens armés. Le 5 octobre, ce qui est singulier, c'est que c'est une armée qui tire sur le peuple.
Et là, ça change. À hauteur de poitrine 500. et de tête. Oui, 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 mais bon, il y a eu en 1500 À la mitrailleuse plus, lourde. plus de Non, 500. oui, c'est Ensuite, même si la torture a existé dans notre pays depuis les années 60, il faut être lucide, pas se mentir à soi-même. avant, faut pas mentir. Oui, mais probablement, je dis, depuis que nous sommes devenus un État, avec une police qui est devenue une police politique, etc., etc. Mais le 5 octobre 88, ce qui est devenu singulier, c'est la systématisation de la torture. Oui. Au point où on l'a appelé l'exploitation. Absolument. L'exploitation des prisonniers. On Et l'exécution sommaire, on l'appelait la péremption. Moi, ce n'est pas pour dédouaner qui que ce soit. Non, non, Brahim. c'est parce que... Ce que je voulais te dire, juste pour la précision, c'est pas ce que je dis. c'est que l'état de notre police nationale, à l'époque, ne permettait pas de juguler le formidable élan d'octobre 88. Oui. Donc c'est pour ça que l'armée est intervenue. Il fallait sauver le régime, excusez-moi, simplement. juste pour terminer, vous serez gentil, c'est qu'après 88, la police nationale s'est dotée de moyens colossaux pour laisser l'armée en dernier recours. La police politique. Là, par exemple, en Kabylie, les événements de 2001, je dis ça. C'est les gendarmes. Voilà, c'est la gendarmerie qui a tiré. La gendarmerie La et police l'armée aussi. La gendarmerie, c'est l'armée. Oui, elle dépend du ministère de la Défense. Mais pourquoi? Parce que les événements, et d'ailleurs, ils ont tiré sur des gens qui n'avaient pas d'armes en face. Il n'y a pas un coup de feu qui a été tiré de la part des manifestants. Mais cette armée, il faut le dire, c'est l'armée. Ce n'est pas seulement les généraux. Oui. Au lieu d'acheter du matériel anti-émeute, elle a acheté des balles explosives. Oui, là, on est d'accord. Exact. J'aime le sens de la forme. Yasmina. Juste pour revenir pour faire une chute sur cette question de Tebboune, pourquoi ces disparitions, il me vient à l'esprit aussi que c'est une sortie honorable pour éviter d'avoir à vivre cette mascarade. Peut-être que les clans qui sont en présence l'auraient... Parce que nous, on a connu le fait de démissionner quelqu'un, voire pire. Et bien, on a connu aussi le fait... Peut-être qu'on est en train de connaître le fait d'artificiellement rendre malade quelqu'un, je veux dire de prétendre qu'il est malade. De faire une dérobade. Voilà, c'est une dérobade. Ce sera peut-être impossible le 1er novembre. Peut-être que justement la symbolique du 1er novembre... Mais ils risquent de mettre bas tout un travail qu'ils ont fait pour faire voter 20 à 30% de la population. S'il n'apparaît pas dans les jours qui suivent, ces 20 ou 30% qu'on a difficilement convaincus de se rendre dans un bureau de vote peuvent faire marche arrière et ce sera une autre Bérésina du type 12-12. Peut-être qu'une force, un peu plus sage que les autres en présence, peut-être un peu plus influente, je n'en sais rien, ce sont des conjectures, c'est vrai, auront pesé dans le sens de la dérobade. Et franchement, ça va mal se tourner. Et franchement, je la trouverais bien sage, cette dérobade. Non, ce que je voulais dire, c'est que... Après, je vais poser une question intéressante. Merci. Je ne suis pas d'accord. Merci. Pas toutes. C'est un point de vue. C'est comme par exemple l'essentialisation, il faut que ce soit une question sociologique. Et nous voilà partis à philosopher, alors que les militaires ont philosophé. Quand on parle d'essence, exclusivement l'essence, c'est... Moi, j'ai été traité d'essentialiste, pour vous dire. Bref, ce n'est pas le sujet. Dans ce que dit madame, je ne suis pas tout à fait d'accord. Yasmina. On s'appelle par nos petits noms. Ce qu'il y a lieu, ça m'est difficile. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que M. Tebboune a annoncé la couleur. Dans une interview en face de 2 journalistes craintifs à la télévision algérienne, il a dit et exprimé ceci. Si le peuple algérien ne veut pas de cette nouvelle constitution, c'est très simple. On travaillera et on fera notre boulot sur l'ancienne constitution. Donc l'hypothèse que vous envisagez est peu crédible. Ça veut dire lui, c'est parce qu'il veut de la participation dans les bureaux de vote. Oui, tout à fait. Et en plus, M. Tebboune, il ne comprend pas que si on lui refuse, je ne veux pas être 5e République, De Gaulle et compagnie, mais il y a des traditions, je pense. Si et là, je vais aller vers un scénario un peu comme le vôtre, et si l'armée décidait de lui invalider, ce qui est peu probable, hein, c'est vraiment de la fiction, excusez-moi. Ce n'est pas le cas de Chenguereha, en tout cas. Pourquoi je dis ça? C'est qu'à ce moment-là, dans des traditions, les vraies traditions républicaines, j'ai perdu, je m'en vais. Non, parce qu'elle a évoqué le fait que M. Tebboune puisse, la maladie, etc., qu'il ait une sortie honorable. Je dis l'autre sortie honorable. Deux hypothèses hautement improbables. Oui, parce que
D'abord, nous ne sommes pas dans une république où il y a des traditions républicaines. Tout à fait d'accord. Ensuite, Chenguereha est en train lui-même de faire la promotion, non pas seulement de faire la promotion, d'exhorter les gens à voter oui. Lui qui dit qu'il ne veut pas de politique. Donc, il assure le service mais après. alors, mettons-nous oui, d'accord, quand oui. je parlais de tradition, je parlais de l'opacité. Hein. Oui, Pas des traditions évidemment. républicaines. Alors, la question que je voulais poser, je m'excuse si elle va être un peu longue. Je peux dire un mot avant votre question. Bien sûr, je vous en prie. Parce qu'on a tellement dit que la révolution, ou le Hira, comme disent certains ou beaucoup, était dans l'impasse. Le pouvoir se rend compte, quelle que soit l'hypothèse que l'on peut émettre, qu'elle soit juste ou pas. Il n'y a pas toujours d'hypothèse juste. L'impasse est dans le pouvoir. C'est le pouvoir, ce pouvoir-là est dans l'impasse. Oui. Il ne sait pas quoi faire. Ben justement, ça tombe pile poil avec la question que je voulais poser. Ben voilà, je vous aide toujours. Vous m'y apportez alors comme sur un plateau, là. Ben voilà. Alors, tout à l'heure, j'étais en communication avec un très éminent politicien et qui se trouve très fort, heureusement, économiste de haut vol. Alors, je lui posais la question, parce que moi, ce n'est pas mon cas. Je suis un peu nul en économie. Alors, je lui ai dit, comment ils vont faire quand les réserves de change vont être épuisées? Ils en ont encore pour 60 milliards de dollars d'après ce qu'on nous dit. J'y arrive justement. Il lui dit, quand ils n'auront plus de réserves de change, d'où vont-ils ramener l'argent pour compenser le manque à gagner, pour combler le seuil incompressible? Parce qu'ils ont besoin d'un minimum de 55 milliards de dollars par an pour faire face aux dépenses, toutes les dépenses. Je lui dis, est-ce qu'ils vont recourir au prêt? Ils n'auront pas besoin de 20 milliards sur 10 ans. Ils auront besoin de 20 à 30 milliards de dollars par an. Comment ils vont faire? Il m'a dit, bon, d'accord, d'abord je vais vous corriger. Il m'a dit, ça fait 1 an que la Banque centrale n'émet plus de bilan. Parce que le bilan des réserves de change figure régulièrement dans les chiffres communiqués par la Banque centrale. Or, ça fait 1 an que le chiffre des réserves de change n'est plus communiqué, y compris aux grands initiés, y compris, j'allais dire, aux membres du gouvernement. Il me dit, il est très probablement descendu sous la barre des 40 milliards de dollars. Ça veut dire que maximum, ça va tenir 1 année. C'est même pas 1 année et demie, c'est 1 année grand maximum. Il m'a dit ensuite, ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent. Proposer l'armée à vendre comme gendarme au Sahel, faire des avances de tout genre, mais l'essentiel qu'ils veulent faire, et là, ce n'est pas moi qui parle, hein, c'est le monsieur, l'essentiel qu'ils veulent faire, c'est que M. Tebboune qui va devoir aller devant le FMI et rassurer les banques qui vont suivre les recommandations du FMI, parce que ce n'est pas le FMI qui prête. Il m'a dit qu'il faut qu'il aille, lui, avec un petit matelas de confiance, de légitimité, qui n'a pas eu le 12-12. Donc là, ce qu'ils veulent, c'est que le 1er novembre, il y ait ces petits 40, 50, peut-être même 60%, quitte à mettre un peu de bourre, mais pour qu'il y ait du bourrage, il faut qu'il y ait de la participation pour qu'ils puissent être filmés, les gens. Il m'a dit, s'il n'a pas ça, tout le régime est mort. Si jamais il n'obtient pas un minimum de participation, ils sont morts. Et ils ne pourront pas avoir un minimum de prêt, de crédit, ils ne pourront pas se présenter devant les emprunteurs. Alors, à votre avis, est-ce que cette thèse est valable? Oui. Moi, malheureusement, je veux bien y croire, sauf que, voilà, un péché originel, c'est déjà celui du 12-12. C'est l'arbre qui donne le fruit. Le fruit, c'est M. Tebboune. Il est illégitime, quoi qu'il fasse, dans ces situations-là. Et cette constitution qui nous promet d'abord, qui a été concoctée par un pool d'experts, ce n'est pas, enfin, on n'est pas dans les choix du peuple. Il va la puiser où, cette légitimité, face à des gens qui savent ce que c'est que la légitimité. Dans leur pays, la démocratie aura beau être très relative, parce que c'est quelque chose vers quoi on tend
la démocratie. C'est une très belle idée vers laquelle certains sont un peu plus avancés que d'autres. Mais est-ce qu'il va y aller avec son 12-12, quoi, enfin, avec le terreau dans lequel il a été plus désigné qu'élu? Je veux dire, quoi qu'il fasse, ce n'est pas une constitution. Je veux dire, si là c'est 40, Oui. 50, 60% Oui. au référendum, ça ne va pas lui donner un petit peu de légitimité? C'est-à-dire qu'ils sont, encore une fois, tellement sclérosés dans leur pratique qu'ils ne voient pas que le problème, c'est son élection. Et alors que la Constitution, à la façon dont elle est imposée, et face à la voix du peuple qui crie, des Algériens qui crient depuis bientôt 2 ans, malgré le confinement, je veux dire, à travers plein de canaux, je veux dire, le monde sait maintenant, malgré l'omerta dans beaucoup de rédactions et dans beaucoup de pays. Mais quand même, ce référendum imposé à la façon que nous observons ne sera qu'une pression supplémentaire sur une population. Je sais bien qu'il y a des accointances et des intérêts, etc. Mais en tous les cas, pour les observateurs, pour ceux qui auront à en parler ou ce qu'ils auront à en penser, ce ne sera qu'une pression supplémentaire. Ça ne va pas le dédouaner. Je vous ai pris sur le fait. Hein. C'est comme les écoliers, là, quand le maître fait sa leçon et l'autre qui regarde sa bande dessinée. Non, c'est pour copier. Par rapport, à cette question dont on est en train de parler. Par rapport à cette histoire. J'espère que vous n'avez pas fait l'impolitesse à Yasmina de ne pas avoir non, je l'ai écouté ce que... Non, mais j'ai une adolescente à la maison, je sais ce que c'est que la nomophonie. Ah, ben voilà. Elle sait ce que c'est par rapport aux adolescents. Ah, bah, super. Non, je parlais de cette addiction qui nous prend tous. Qui nous prend tous, surtout les adolescents. J'avais reçu un message surtout les adolescents. Les adolescents, même s'ils sont en moustache, toutes retournées comme ça. Oui, alors M. Tebboune a promis qu'il n'irait pas au Front monétaire international. Mais est-ce que les conditions de l'état économique du pays, de l'état financier, parce que les gens pensent qu'on vit exclusivement une crise financière. On vit une crise économique. Le pays est en autarcie depuis le début du confinement, depuis mars. Oui. Ça fait donc bientôt 10 mois, ou peut-être bientôt 10 mois, et aucun flux, aucun mouvement, aucun homme d'affaires, quelques ministres qui viennent pour des raisons de politique, pas intérieure, mais surtout de politique sur la crise libyenne, sur la crise malienne et sur la crise en Méditerranée. Moi, je pense qu'il sera inévitable d'aller au FMI. Et dans quelles conditions on doit aller au FMI? Est-ce que le FMI peut lui permettre d'obtenir 20 à 30 milliards de dollars par an? Par an, pas pour 5 ans, pas pour 10 ans. C'est-à-dire chaque année, il leur faudra la même somme. Ce sera à quel prix, à quel coût? En fait, M. Tebboune l'a dit. Il a dit qu'avec les réserves de change de ce que nous produisons hors hydrocarbures, il avait annoncé un chiffre de 25 milliards de dollars. 25 milliards de dollars en produits agricoles. En produits agricoles, chose ça fait rigoler tout le monde. Le monde entier a rigolé. Donc, dans ces budgets, sachant que la loi des finances, elle est faite autour de 32, 33, 34 dollars, on n'arrivera pas à la fois couvrir les transferts sociaux, payer les retraites, assurer l'alimentaire, le prix de l'électricité, du gaz, le prix de l'électricité, du gaz, de l'eau, l'alimentaire, le pharmaceutique et le pharmaceutique. Donc ça m'étonnerait qu'on puisse tenir. Bon, maintenant, est-ce que ça renvoie aussi à notre diplomatie qui est un peu molle, un peu douce, un peu attrayante, un peu comme ça dans la séduction avec les Séoudiens, avec les autres, en attendant un coup de main pour aller vers une espèce d'espace tampon, essayer de reprendre? Il faut une réforme totale. Et moi, je pense que seul un nouveau gouvernement, sauf une nouvelle direction, même dans le cadre d'une transition... Un nouveau gouvernement seulement ou un nouvel État? Non, un nouvel État. L'État, on ne va pas revenir sur le débat, parce que je sais que je vais le perdre avec vous. Non, je vais le perdre. Je vous le dis tout de suite, je vais le perdre. Contre vous, je le perds. Il fait passer pour un monstre. Non, pas du tout. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra, même dans le cadre d'une transition bien négociée et avec un gouvernement vraiment de quadra, de quinquas qui en veulent, qui ont l'expertise, qui ont le punch, qui ont la vision du pays dans 5 ans, du pays dans 10 ans, du pays dans 30 ans, on peut y arriver, je pense. On peut y arriver. Moi, je vais vous dire quelque chose et moi, je vais donner une chose. C'est Brahim, je vais vous donner la parole. Moi, je vous mets au défi. Et là, je parle en tant qu'Algérien. Je suis ni journaliste, ni... je vous mets au défi de ramener, pas un gouvernement capable de cadres, technocrates, vraiment. Moi, je vous mets au défi, ramenez les plus grands experts du monde. Ramenez-les du Japon,
des États-Unis, du Canada, en matière de finances, d'économie, d'industrie, d'agriculture, tourisme, ils ne pourront rien faire. Et je ne suis pas pessimiste. Pourquoi ils ne pourront rien faire? Parce que le système est pourri dedans. Parce que le vrai pouvoir, c'est celui des généraux. C'est celui de la médiocratie. Aucun gouvernement au monde serait-il le plus performant du monde. Si vous l'injectez dans un tel système, c'est le système qui le phagocyte, et pas l'inverse. Attendez, je suis d'accord avec vous. Voilà, je termine, il ne faut pas qu'il y ait une incompréhension. Et je vais le payer cher. Ce que je veux dire... Je lui ai fait payer sa sortie. Ce que je veux dire, c'est que j'ai dit le préalable étant la transition. Donc le problème de la subordination du pouvoir militaire au pouvoir politique, tout ça peut s'enclencher. Et Brahim, je parle sous son contrôle, ça prend du temps, monsieur Benchenouf. Donc, dans la transition, et que le compromis historique auquel tout le monde appelle quelque part entre la rue, les personnalités, les grosses familles politiques, je ne sais pas comment on peut les nommer, les hiérarchistes, les initiatives qui vont se sécréter, se coaguler, s'agglutiner pour donner quelque chose, on peut y arriver. À ce moment-là, il y aura la crédibilité de ce que vous avez si bien évoqué tout à l'heure, la crédibilité, la légitimité du peuple qui soutient à la fois ce présidium, on va dire, avec ce gouvernement-là. Mon préalable a été que la transition puisse s'installer. Ce n'est pas avec ce système, bien évidemment. Alors toutes mes excuses, monsieur Benchenouf. Vous n'allez pas vous faire des amis parmi les trentenaires, parce que vous avez commencé par les cadras, mais surtout, je vous engage, monsieur Benchenouf, à inviter un docteur en droit constitutionnel, monsieur Massensen Shelby. Vraiment, c'est une personne ressource, parce que je l'écoutais, je m'inscris dans ce qu'il a évoqué, c'est que, contrairement à ce qu'Idel a dit, pour moi, le préalable, c'est plutôt d'écouter le peuple. C'est qu'il faut d'abord concocter, et pas avec des experts, et grâce à un système législatif, voilà, un système législatif temporaire plutôt à la proportionnelle, qui soit aussi représentatif que possible, qu'il y ait autant de, par exemple, la parité homme-femme, comme ça a pu se faire aussi en Tunisie, les tranches d'âge. C'est pour ça que j'ai commencé par vous taquiner avec cette histoire de trentenaire. Et voilà, quoi. Donc, moi, c'était pas le mode opératoire, le modus operandi. Non, la primauté. Non, de quoi par quoi? C'est-à-dire pas les experts, mais la population. Ce que votre économiste dit est totalement improbable. Ah, improbable. Dites-moi. Il a raison sur la situation, sur le niveau des réserves. Oui. Mais le pouvoir, ça dépend d'abord de la menace. Quelle est la menace sur ce régime? Parce que le monde veut maintenir ce système et ce régime. Oui. C'est une réalité. Quelle est la menace? Et qui menace? Il y a la menace, mais qui menace? Le peuple. Enfin, le peuple. Non. Qui, dans le peuple, peut prendre le pouvoir électoralement, pas par seulement la force? Qui peut prendre par le pacifisme, par la mobilisation révolutionnaire. Au niveau des élections, on va passer aux élections. Qui va remporter? Tout à fait, voilà. C'est ça. Là, c'est la fraude qui va remporter. Non. Ça s'est passé en 80. Ah, d'accord. Vous voulez dire après, une fois la démocratie installée. Voilà. Et ce système tombe, et nous nous arrangeons entre nous, nous allons faire des élections. Mais quelle est la menace? Qui va prendre le pouvoir? Et de quelle manière il va le prendre? Y compris par les élections. Et en plus, bien sûr, le risque. C'est ça, quel est le risque? D'accord. Or, on est déjà passé par là. Et quels sont les sacrifices que le peuple algérien doit consentir, encore une fois? Parce que nous sommes passés par là, nous avons vécu cela. Nous avons vécu les programmes d'ajustement structurel. Et ils vont demander, il l'a dit, toutes les subventions éliminées. D'ailleurs, on annonce là. On commence à annoncer cela. Toutes les subventions. Bon, on va peut-être les cibler. On va peut-être les cibler. Ce ne serait pas une mauvaise chose, il faut dire. De rendre plus douce, on va dire, voilà, plus acceptable. Pas une mauvaise chose. Mais pour pouvoir le faire, il faut de la légitimité. Or, ce régime n'a pas de légitimité. Il va se faire encore des ennemis. Mais les instances internationales, financières, les banques, à la fois les clubs de Paris ou le club de Londres, vont lui donner de l'argent. 20 milliards, 30 milliards par an? Non, mais je ne dis pas 20 milliards, 30 milliards par an. Ils vont lui donner de l'argent. Ils vont lui donner de l'argent. Oui, voilà. C'est ça le problème.
C'est ça le problème. C'est pourquoi et contre quoi. Pourquoi et contre quoi. Ce n'est pas le fait que l'armée, et là je suis d'accord avec Idir, que l'armée algérienne aille à l'extérieur ou puisse se projeter à l'extérieur de son théâtre. Au contraire, notre sécurité aujourd'hui est en dehors. Se joue en dehors, et c'est toujours en dehors de nos frontières, évidemment. Ce n'est pas le problème. Le problème n'est pas là. Le problème est que ce régime, qui ressemble comme un frère jumeau à celui d'Égypte continue. On continue à lui donner une respiration financière, alors que... Mais les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Non. Si les Américains et les Saoudiens, surtout les Saoudiens, sont en train d'injecter, payer la facture des Égyptiens, c'est pour de tout à fait différents enjeux. Ça n'a rien à voir. C'est quasiment les mêmes. Pourquoi voulez-vous que puissance X ou Y, parce que c'est important ce que vous avez dit, sauf que vous n'avez pas voulu préciser les montants. Il trouvera de l'argent, oui. Il trouvera 5 milliards de dollars par an. Mais comment fera-t-il pour trouver les 25 à 30 milliards de dollars par an ? Je suis en train de vous dire, et d'ailleurs dans la crise économique mondiale que nous vivons, il y a une crise économique, il y a une crise de la production. Il y a une crise de la production. C'est un certain nombre de choses, de denrées qui ne vont pas être importées. On a déjà fait une longue liste de produits qui ne vont plus être importés, déjà là. C'est-à-dire que les Algériens, à l'intérieur, la production, nous la connaissons, la dette intérieure de l'Algérie est à 70-75% du PIB. Bon, c'est vrai que sa dette extérieure est infime, quasiment infime. Elle est de l'ordre de 5-6 milliards de dollars sur le plan extérieur. Mais les États qui veulent maintenir ce régime, eh bien, vous avez beaucoup d'États, et je ne vais pas les nommer, qui veulent absolument maintenir ce système et ce régime, vont lui procurer de l'argent. Pas à la hauteur des 20 milliards. Mais si ce n'est pas à la hauteur, ça ne suffira à rien, puisqu'il y aura une explosion sociale. Mais Brahim Younsi, moi je vais rappeler ce que vous venez de dire. Vous avez dit nous avons déjà vécu cela. Moi je vais vous dire que non. Parce que ce que nous avons vécu, à ce moment-là que vous citez, à ce moment-là, le niveau de consommation des Algériens n'était pas celui qui est devenu après que la manne soit tombée dans le giron de M. Bouteflika. Attendez. Je suis d'accord. D'abord, les Algériens ont été habitués à une autre forme de vie, à un autre niveau de vie, avec des voitures toutes neuves, avec des gens qui mettent le plein d'essence pour aller faire des tours en ville, avec des milliards, avec des 4 logements, 5 logements par famille. Ça, c'est fini. Les Algériens vont connaître, et ça, il n'y a aucun doute, puisque tout l'alimentaire algérien, y compris, vous savez qu'en Algérie, les fruits et légumes, on n'importe plus. Tous les fruits et légumes qui sont dans le marché sont algériens. Ce que ne savent pas la plupart de nos concitoyens, c'est que tous les fruits et légumes sont composés d'intrants importés. Ça veut dire sans devise étrangère, on n'aura plus de fruits et de légumes. Et en même temps, nous sommes, ce que nous n'étions pas, sous forte tension hydrique. Le réchauffement climatique oblige. Et puis surtout, nous avons perdu le mode de vie rural. Nous ne pourrons plus nous inscrire... Ce que je dis, nous ne sommes plus dans les années 70. Nous ne pourrons plus nous inscrire après à vivre au-dessus de nos moyens. Et en plus... 60, 70, 80... Et en plus, nous avons un mode de vie qui, c'est vrai, était énergivore pour les voitures et tout ce que vous évoquiez, mais nous n'avions pas un certain nombre... Enfin, les Algériens n'avaient pas, et partout dans le monde, n'avions pas un certain nombre de factures, ne serait-ce que Internet et le téléphone, etc. Et encore, cela reste des détails, mais quand vous prenez, par exemple, quand vous savez qu'il y a 10 millions d'élèves entre écoliers, moyens et secondaires, 10 millions, ça coûte de l'argent pour votre pays. Quand vous savez qu'il y a les réseaux de AP, les réseaux d'évacuation des eaux usées, quand vous savez que le poulet, par exemple, le poulet qui est devenu un aliment de base en Algérie, le poulet est quasi importé. Demain, sans devise, vous n'aurez pas de poulet. Et qu'il n'y a pas quelqu'un qui vienne aujourd'hui dire aux Algériens, mes chers amis, serrons-nous la ceinture, nous avons 5 ans à tout rebâtir. Il n'y a même pas ça. Il y a si la légitimité fait défaut. Nous sommes passés par là. En 1986, nous avons subi les programmes d'ajustement structurel imposés par le fait. Attendez. On était en cessation. Oui, nous étions en cessation de paiement. Oui, bien sûr. On a injecté de l'argent, le club de Paris, le club de Londres a injecté de l'argent. Mais néanmoins,
Parce qu'on a demandé des sacrifices à la population, que s'est-il passé? Nous avons eu le 5 octobre 88. Oui. Nous avons eu le 5 octobre 88. Brahim Youssi, Les puissances... nous, les Algériens, depuis 62, avaient appris à vivre avec les pénuries. Mais je me pas rappelle, seulement. moi, on achetait le semoule, le sucre en quintal. Un jour, il y en a, un jour, il n'y en a pas. La tomate en boîte. On avait appris à gérer nos pénuries. Mais là, depuis que Bouteflika a inauguré le marché, a acheté la paix sociale, a créé une prospérité illusoire. Je suis d'accord avec les Algériens de maintenant, cette génération, n'a pas connu autre chose. Il n'aura pas 20 milliards, il n'aura pas même 10 milliards Et comment de faire? dollars. Comment faire? Il va demander à la population de faire des sacrifices et on l'a encore vécu. Attendez, mais je n'ai pas arrêté de dire ça. Oui, j'ai pas arrêté de dire. Et nous l'avons vécu en 88, comme nous l'avons vécu, le peuple algérien l'a vécu en 2001. C'est là où je voulais vous amener. Oui, mais non, je l'ai dit. Si un État légitime demandait à la population de faire des sacrifices. Mais en l'occurrence, c'est là où je voulais en venir. Oui, mais je n'ai pas arrêté de vous dire s'il y a un pouvoir légitime qui demanderait une austérité. Légitime, bien sûr, que les Algériens, et qu'il y a bien sûr l'égalité et la justice, d'abord l'égalité, un régime légitime, mais qui instaure l'égalité et la justice, le peuple algérien... On pourrait aller vers l'austérité. Mais en l'occurrence, puisque ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer? Non, il y aura ce qui s'est passé en 80. Ah là, on y est déjà, mais sous une certaine forme. Moi, je l'ai dit, mais je ne vais pas le claironner. Non, mais c'est exactement ça où je voulais en venir. Est-ce que le jour où le régime ne pourra plus trouver de quoi compenser son manque à gagner, qui ne pourra plus atteindre ce seuil incompressible des dépenses, et qui ne pourra pas demander à la population de se serrer la ceinture, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Est-ce que les banques maintenant, est-ce que les banques, ça vous avez raison, et votre économiste là-dessus a raison, est-ce que les banques vont mettre le goutte à goutte pour éviter que ce régime tombe? Mais même s'ils mettent le goutte à goutte, ils ne pourront pas empêcher l'austérité drastique. Oui, mais... Parce qu'avec nous n'avons désappris le travail, nous ne produisons rien. Pour en jouer. La question est là. La question est là. Est-ce qu'on va relancer dans ce pays? Mais cela, ça c'est toujours posé dans notre pays. C'est la question de la production. Parce que nous avons appris notre problème. C'est ce fameux... C'est Boumediene qui a instauré ça. L'importation par substitution à la production. Nous n'étions plus un État ou un peuple qui produisait ce qu'il consommait. On ne sait plus créer de la richesse. Oui, je suis d'accord avec Brahim ce qu'il dit, mais le problème c'est comment un pouvoir légitime va pouvoir dire aux Algériens, mais il faut lui donner sa feuille de route, en lui disant voilà le cap. Voilà les efforts qu'on te demande de faire. Et n'oubliez pas qu'on a une population aussi qui a perdu le sens du travail, qui a perdu le sens... Et on oublie aussi dans l'analyse le fait qu'il y a 70 000... Enfin, ils disent, le directeur de la Banque d'Algérie, le gouverneur de la Banque d'Algérie a dit il y a 2 ans ou 2 ans et demi, 50 à 60 milliards en informel. Ils ne se sont même pas penchés comment le recycler, le fiscaliser, le redistribuer. La preuve, cette pénurie de liquidité qu'on a vécue. Il faut réorienter les investissements. Il y a tellement de choses à faire. Mais, comme a dit Brahim, je crois que la base de tout, c'est qu'il faut qu'on ait un pouvoir légitime, un gouvernement légitime, une assemblée légitime. Il y a bien entendu ce dont tu viens de parler, tout le secteur informel qui draine effectivement beaucoup de masse monétaire. Qui vampirise. Oui, mais voilà, il faut qu'il banquérise. Et d'autre part, c'est des milliards de dollars de fraude à l'État, de fraude fiscale. C'est-à-dire qu'il y a de la ressource à prendre. Il y a de la ressource à prendre. Ils n'ont pas réussi. Non, mais un régime légitime. Mais autre chose. Mais de la ressource à prendre, c'est en dinars. Oui, non, même c'est en dinars que ça se passera. Oui, c'est vrai. À part son attraque, mais sinon... Mais il y a autre chose qui devrait être exemplaire. Si on demande des sacrifices à la population, on doit demander des sacrifices à tout le monde. Les députés ne doivent pas rester avec des salaires aussi mirobolants et si scandaleux. Les ministres ne doivent pas rester avec des salaires aussi scandaleux, alors qu'ils ne produisent rien. Les retraités du FSR, Fonds spécial des retraites. Oui, par exemple. Des gens qui ont 60 millions de retraites. Tout à fait. Et ça, seul un régime légitime pourrait le demander, voire l'imposer.
Oui. Ce n'est pas Mais est-ce un que la régime comme société celui-là. va accepter de passer d'un état de prospérité factice, illusoire, où les gens étaient sur des nuages, Moi, je pense qu'il faut... à se retrouver à se serrer la ceinture pour plusieurs années? Ce n'est pas une question d'une année ou 2 ans. Bien sûr, mais quelqu'un a parlé du rôle, je crois que c'était du rôle de la communication. Il faut avoir une communication vraie de la part d'un régime vrai, c'est-à-dire légitime. Tout peut s'entendre. Je ne crois pas qu'il faille minoriser comme ça les gens, ne pas croire en eux. Les Algériens ont fait montre d'un civisme extraordinaire. Donc il faut quand même garder confiance. Je pense que les gens savent ce qu'ils veulent. Il y a une intelligence collective qui est en train de se construire et tout le monde en a marre du zérimisme, des décisions qui arrivent d'en haut et de toutes ces choses-là qui minorisent les gens. D'ailleurs, c'est assez présent dans la Constitution elle-même. Et le Hirak, pardon, et dire juste, et le Hirak, vous pensez qu'il va bientôt reprendre, qu'il va comprendre dans son intelligence collective, comme vous dites, que les enjeux sont vitaux, qu'il va falloir se mobiliser en urgence? Je ne crois pas que nous ayons le droit de croire en autre chose en l'état actuel des choses, des faits. Vraiment, le Covid a bien opéré une césure, mais je ne crois pas qu'elle continuera parce que les pressions sont là et que la survie dépend du changement. On ne peut pas rester dans cet état des choses. Et dire le mot de la fin. Je vais rebondir un peu sur le marché informel, en Algérie, je disais que c'est de l'ordre de 50-60, 2 fois le budget de fonctionnement du Royaume du Maroc, entre parenthèses. Mais cet argent, à force... Oui, non, mais très vite. Hein, oui. Cet argent, il a créé la bulle immobilière en Algérie. Oui. Cet argent informel fait vivre des dizaines de milliers de familles. Pas l'oublier, parce qu'il y a des millions peut-être, des millions de gens. Moi, je dis des dizaines de milliers facilement. Troisièmement, si l'État n'a pas eu la force, le courage d'essayer d'octroyer peut-être des avantages pour recycler cet argent dans un circuit pour récupérer au moins de l'impôt, qui est un acte citoyen, je suis désolé. Ils n'ont pas eu le courage parce que ça aurait... parce qu'à un moment donné, on parlait de changer de monnaie, justement. Afin que, pour ramener... Mais le coût aurait été terrible. Donc voilà, Brahim, pardon. Très vite, c'était l'idée dans la Constitution, les questions financières. Nous ne sommes pas des Allemands. Nous ne sommes pas des Allemands, ça c'est clair. Ça n'a échappé à personne. Oui. Néanmoins, il peut y avoir un sursaut populaire. Il peut y avoir. Quand le peuple algérien s'est toujours tenu prêt, quand il a fait confiance, parce qu'il y a une question de confiance dans ses propres dirigeants. Oui. S'il les choisit vraiment, il leur fera confiance, ne serait-ce qu'un moment, ne serait-ce qu'un temps. Mais pendant ce temps-là, s'il leur demande des sacrifices à faire, ils le feront. Ils le feront. Les Allemands, on leur a demandé de baisser leur salaire, ils ont baissé les salaires. J'ai dit que nous n'étions pas des Allemands. Bon, est-ce que je suis... les Allemands ne sont pas des Algériens non plus. Le parent bien traitant n'est pas le parent maltraitant. Alors, je me permets de vous interrompre. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci Ibrahim Younsi, merci Dirou Nourn, merci Yasmina Karima Bennini. Alors, une dynamique est née pour rebooster le Hirak en ces temps de Covid. C'est l'Action pour l'Algérie, rejet du système et du référendum, qui demande aux Algériens de manifester, de reprendre le Hirak, mais dans le civisme le plus total et dans le respect des mesures sanitaires et de la distanciation sociale. Alors, il vous demande de porter un masque rouge, que je vais porter maintenant devant vous. Je ne peux pas vous lire tout le communiqué. Contre cet entêtement, nous appelons nos concitoyennes et nos concitoyens à porter un masque rouge en signe de contestation, de soutien et de ralliement au Hirak. Masque rouge comme un feu rouge pour mettre un frein et stopper la continuité de ce régime. Masque rouge comme le rouge de l'emblème national, synonyme de sacrifice pour la liberté. Masque rouge comme un carton rouge à 58 ans de dictature et d'incompétence. Masque rouge pour toutes les blessures qui sont les nôtres. Masque rouge pour toutes les blessures qui sont les nôtres. Ils ont parlé de sacrifice. Ils ont parlé de sacrifice. Salama.